Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Encre et Plume. Grande est notre joie de vous présenter notre invité de ce soir. Il s'agit du professeur Achille Bunjoko Iyolo. Bienvenue, professeur. Merci, madame la journaliste. Achille Bunjoko Iyolo est docteur en sciences de l'information et de la communication et licencié en philosophie. Professeur des universités en RDC, il exerce aussi comme animateur principal de l'unité de recherche UR34, sociologie de médias du Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale, CRIDUPEN en cycle. Auteur de plusieurs ouvrages, ses travaux portent essentiellement sur des usages de technologies numériques, l'anthropologie de la communication et de l'espace public. Cet ouvrage scientifique, paru aux éditions CRIDUPEN à Kinshasa en 2023, parle de la logique du prince, réifié et même déifié, peut-elle être défiée dans l'espace public congolais? Comment briser le carcan de l'empire du silence, un étiquetage et une auto-attribution auquel est soumis la RD Congo dans la captation historique de son parcours depuis sa constitution comme État. Il y a un recours unanime à la loi du silence et la culture politique du non-dit et de leur méta est beaucoup plus répandue en RD Congo que la pratique de la dénonciation publique. Cette emprise, une étreinte séculaire, demeure assise sur la violence extrême, la prédation généralisée, la corruption rampante, tardant à s'effacer, la non prise en compte du peuple comme entité politique et partie prenante à part entière. C'est départir de cet imaginaire nécessite un autre logiciel qui semble trouver écho dans le paradigme de la redevabilité. Comment s'effondre cette chaîne paradigmatique? Notre pensée dans cet ouvrage se porte vers la construction de l'économie, de la grammaire de cette nouvelle pratique sociale à partir des discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a eu l'intention politique de ramener à la surface de l'imaginaire social et de la vision du monde du Congolais le concept de redevabilité. Cependant, le recours au discours d'autres acteurs sociaux pour accompagner et prolonger l'étude semble s'acclimater de l'histoire immédiate. La redevabilité répond à un état de transition dans la société congolaise qui se situe et demeure en elle-même une action au pluriel. Les présents ouvrages trouvent son ancrage dans la sociologie des médias et de la communication et particulièrement dans la sociologie de l'espace public. Très intéressant, alléchant même dois-je dire, de par ces résumés, ce qui nous pousse à poser cette question. La couverture de votre ouvrage énonce les images. On y voit des hommes déracinant un arbre robuste avec les bêches et pelles. Que cache cette énigme, cher professeur? Tout à fait, madame la journaliste, vous avez raison. Parce qu'en fait, quand vous prenez les titres qui est très expressif, les déboulonnements de l'Empire du silence en République démocratique du Congo. Donc, l'Empire du silence, c'est des pratiques qui cachent ce que nous sommes. C'est en d'autres termes, l'arbre couvre ce qu'est la RDC dans la gouvernance, dans la situation sociopolitique depuis 1885 à ces jours. Qu'est-ce que nous pouvons noter dans cet arbre-là? Il y a la prédation, il y a les silences, il y a même le cannibalisme discursif, anthropologique et que sais-je encore. Maintenant, comment? Parce que nous avons, la RDC a vocation de devenir un état de droit. La RDC a vocation de devenir un pays bien gouverné. Mais notre arbre à nous, ce qui représente la RDC, donc cet arbre-là, et quand vous lisez bien, vous allez voir, il y a la prédation, la mauvaise gouvernance, et ensuite il y a les silences, personne ne veut dénoncer.
personne ne veut aller au-delà. Mais il s'est fait que l'alternance politique que nous avons connue, et vous connaissez bien la date, nous amène un autre élan. C'est celui de transcender, c'est celui d'aller vers l'état des droits, c'est celui d'aller vers la bonne gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver? Ne serait-ce que ces objectifs-là, comment on peut les atteindre? Pour les atteindre, donc, il faudrait qu'il y ait d'autres pratiques. Il faudrait qu'il y ait d'autres manières de faire. Et ces manières de faire-là se résument essentiellement par la redevabilité. Et la redevabilité se trouve encore dans les fonds. Donc, la redevabilité représente tout ce que vous avez comme outil, la bêche, ainsi de suite. Et c'est la redevabilité qui va permettre de déraciner cet arbre-là sur lequel les Congolais est assis. L'arbre où nous avons la mauvaise gouvernance, où nous avons la prédation, où nous avons les silences, ainsi de suite. Pour votre gouvernement, la RDC a traversé, de par son histoire, la RDC a traversé plusieurs étapes de violence extrême. Léopold II, pour gouverner, a utilisé la violence. Ce qu'on a appelé par exemple l'or rouge avec les caoutchoucs. Rappelez-vous qu'on a coupé les mains à 2 personnes et c'était violent. Les membres ont été amputés. Même avant cela, avant Léopold II, rappelez-vous aussi qu'il y a eu l'esclavagisme. Nos ancêtres ont été déportés. Il y a eu les Arabes, les musulmans, qui se sont aussi impliqués dans cette déportation-là. Et arrivé à la colonisation belge, c'était pareil. Et quelle est la conséquence de tout cela? De cette attitude du colonisateur, de cette attitude de Léopold II, c'est-à-dire qu'on nous a soumis au silence et cela a impacté notre imaginaire. Et qu'est-ce qui arrive en impactant notre imaginaire? Même si vous vous retrouvez en face d'une situation anormale, vous vous sentez tellement coupable que vous vous interdisez de dénoncer. Et on le dit dans notre imaginaire, qu'est-ce qu'on dit? Témoin de Akufaka. Donc, vous ne pouvez pas dénoncer. Vous acceptez tout. Voilà. Est-ce que c'est avec ces principes-là que la République doit être gouvernée? Donc, tout le monde doit se taire, tout le monde doit dire, ne peut même pas broncher, personne ne peut ouvrir sa bouche. Alors là, ça devient inquiétant. Vous vous rappelez, pas très longtemps, déjà, après la colonisation, je sais que vous n'étiez pas encore là, mais vous avez lu, il y a eu une certaine dictature qui s'est installée. Et ensuite, nous avons eu une certaine démocratie cosmétique, où le principe, c'est quoi? Kara, les Kara. Vous savez ce que ça signifie? Chez nous, quand on dit Kara, donc le silence à tout point de vue. Il y a même des vidéos qui circulent où on voit l'université de Kalomboudi, on vous apprend quoi? Les silences, les silences, les silences, les silences. Donc, les silences sur quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais sur la gouvernance de la République, on n'en parle pas. D'accord. Vous faites bien de citer les faits passés, ce qui nous pousse à poser cette question. Qu'est-ce que l'arrivée du président Félix-Antoine Tshilombo apporte à la RD Congo pour l'amener à faire un bond d'un État en déliquescence, en faillite, vers un État normal? Je n'ai pas dit que cela va s'obtenir en une journée. C'est ça l'esprit congolais, l'équilelo, l'esprit de la providence. On doit tout obtenir en une journée. Il y a les courts termes, les moyens termes et les longs termes. Nous avons eu à nous habituer à certaines pratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'une autre mentalité puisse s'installer. Et cette mentalité, rappelez-vous, je ne laisse pas croire que le terme redevabilité est l'invention du président Félix. Je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Donc la redevabilité, s'il vous plaît, les termes existent depuis très longtemps. Mais les ramener à l'imaginaire du Congolais, là, on peut quand même accepter que c'est avec lui que cela est entré dans l'espace public et on sent la dissémination aujourd'hui. Et comment cela est entré? Lors
de son premier discours sur l'état de la nation devant les parlements en congrès, il avait utilisé ces termes-là. Donc, devoir de redevabilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le terme a été disséminé, c'est tout le monde qui en parle. Redevabilité, révabilité. Donc, il fallait faire un effort réflexif pour comprendre de quoi s'agit-il. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que la redevabilité installe? C'est ce que nous devons comprendre. Le président, oui, par 2 fois, il a parlé de la redevabilité. Quand vous suivez les briefings de ministre Mouyaya, il parle de devoir de redevabilité. Quand vous, en fait, toutes les couches sociales aujourd'hui s'est approprié ce terme-là, redevabilité. Mais il faudrait se poser la question avec quel contenu. C'est là où vous allez comprendre l'importance de cette pratique-là ou de l'installation ou de l'appropriation de ces termes-là. C'est ça notre rôle. C'est-à-dire dire, oui, les termes existent, mais ces termes-là vont au-delà de son aspect premier. Il installe autant de pratiques, donc c'est une action au pluriel. Ça veut dire quoi? Dans la redevabilité, il faut supposer qu'il y a un contrat. Le contrat est connu, c'est constitutionnel. C'est ainsi qu'on dit, le président de la République est garant de. Donc c'est ça les contrats. C'est ce que nous attendons de lui. 2, il y a la logique des parties prenantes. Qui sont parties prenantes? Donc d'une part, il y a les gouvernants, de l'autre côté, il y a les gouvernés. Ensuite, nous avons toujours dans la redevabilité la logique des sanctions et des responsabilisations. Donc en fait, quand je parle de tous ces jours, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on parle de la grammaire de la redevabilité, nous avons pu comprendre qu'on peut arriver à construire cette réalité-là du point de vue sociopolitique. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ainsi que nous avons pris autant de discours et donc principalement les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et ensuite avec les autres politiques qui ont donné la possibilité de construire ce qu'on appelle la redevabilité. Mais concrètement, qu'est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a apporté? J'y arrive. Il y a 2 apports. Les Congolais, nous tous, nous avons faim. Nous le savons. Et quand vous suivez la plupart des Congolais, c'est sur l'aspect matériel. Le premier aspect, on ne mange pas bien, il y a ceci. Oui, nous sommes tous d'accord, même moi-même. J'ai besoin de me retrouver dans des conditions optimales. Là, nous sommes tous d'accord. Mais rassurez-vous que le matériel, c'est le dernier élément de la chaîne dans la production de valeur. Le tout dernier élément? Le tout dernier élément. Parce que même moi qui vous parle ici, j'ai une idée dans la tête. Et c'est cette idée-là que je dois chercher à matérialiser. Donc, on a renversé tellement les choses, on a fait comprendre que c'est le matériel qui est trop important par rapport aux idées. Nulle part au monde, vous ne pouvez voir un pays qui s'est développé sans avoir commencé par le monde idéal. Mais professeur, la matérialisation des idées, c'est par rapport au temps que ça prend. Si la population s'est plainte, c'est parce que par rapport à un temps donné, jusque-là, il n'y a eu pas d'action. Tout à fait. Ça vous donne cette impression-là qu'il n'y a pas eu d'action concrète. Moi, je ne défends personne, mais pas plus tard que 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a sorti aussi cette patate-là. Non, il n'y a rien qui est fait. Il dit, OK, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez, du point de vue épistémologique, me définir les termes faire? Quand vous posez cette question-là aux gens, définissez pour moi les termes faire. Qu'est-ce que vous entendez par faire? Vous allez voir que les gens vont se planter. Je vais vous donner une action très importante qui nous a réveillés tous en termes d'imaginaire. Depuis très longtemps, ça fait plus de 20 ans, la moitié, je crois, de vos âges à vous, vous prenez 20 ans. On n'a jamais identifié l'ennemi en termes de guerre que nous avons, l'ennemi du Congolais. On ne l'a jamais identifié. Et c'est la première fois qu'on l'identifie. Quand vous mettez ça dans ce qu'on appelle l'analyse actentielle des gréements, vous allez comprendre que toute la vie, quand vous n'identifiez pas l'ennemi, c'est que vous n'évoluez pas. Vous devez savoir identifier votre ennemi. Et ça, c'est une action très importante. Mais quand vous prenez cette action-là, vous le mettez par rapport à l'aspect matériel, vous voyez que c'est rien. Ça vous donne l'impression que c'est rien. Or, cette action-là est vitale. Parce que si vous n'avez pas cette république, si la république n'existe pas, vous ne pouvez même pas réclamer le matériel dont il est question.
Donc, c'est très important du point de vue idéal, du point de vue de l'imaginaire social. Donc, en fait, je voulais dire quoi? Il y a deux types de faire, il y a deux types d'actions. Il y a l'action idéale, c'est-à-dire la construction de la base idéologique qui va nous permettre d'avoir certaines attitudes, et ces attitudes-là feront en sorte que nous puissions avoir l'aspect comportemental. Quand on dit qu'il y a la corruption, ça commence par la tête. Donc les gens sont d'abord par la tête et ils actualisent ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? On ne va pas atteindre les résultats escomptés. Donc, il faudrait qu'on installe dans chacun d'entre nous l'idée de la bonne gouvernance dans la tête d'abord. Donc, ça devient notre base idéologique à telle enseigne que quand quelqu'un se retrouve dans les travers, nous sommes prêts à dire non, messieurs, ce que vous faites là n'est pas bon. Donc, nous devenons partie prenante de la République. C'est ça la redevabilité, partie prenante. Donc, c'est nous qui donnons le pouvoir aux gouvernants, ce qui signifie que nous avons le devoir de les surveiller. En fait, j'aimerais, avant qu'on avance, vous dire ceci. Les concepts analytiques, redevabilité, impliquent deux principes de base, deux principes essentiels. D'abord, c'est rendre compte par les comptes rendus. C'est-à-dire que vous devez quitter le silence. Vous devez nous dire à chaque instant ce que vous faites, les résultats escomptés, donc à tout bout du parcours. Donc, rendre compte par les comptes rendus. Donc, vous devez parler. Vous devez nous dire ce que vous faites. Vous devez nous raconter ce qui s'est fait. Donc, vous devez mettre en récit toutes les actions. Ça, c'est un. De deux, l'autre principe actif, vous avez la responsabilité qui comprend deux choses, répondre de et répondre à. C'est que vous, la gouvernant, vous devez répondre de vos actions. Vous répondez de vos actions. Et devant qui? Devant nous, les peuples. C'est-à-dire que les Congolais doivent devenir politiques. Les Congolais doivent réclamer haut et fort. Ça ne va pas. Quand il y a l'insécurité, les Congolais doivent réclamer. Professeur, au regard de la situation actuelle, devons-nous inclure le concept de la redevabilité dans notre grammaire politique, dans cette même logique d'idée? Absolument. Il faudrait qu'on y aille. Alors, avec force, il faudrait vraiment qu'on y aille. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que dès la base, je vais vous donner l'anecdote. Je parlais justement de la redevabilité avec les étudiants. Non, voilà, voici ce que j'ai écrit, voilà les principes. Ok, on a mis ça dans le cadre d'un cours que je donne. Ok, je donne un exemple. Dis, ok, est-ce que nous sommes prêts à assumer que nous sommes partie prenante? Je pose la question, dis, madame, vous êtes mariée? Oui, ok. Chez vous, est-ce qu'on ne peut pas appliquer la redevabilité? Elle me dit, non, mais prof, de quoi s'agit-il exactement? Je dis, madame, lorsque monsieur va vous donner l'argent de la ration, donc dès que vous avez tout fini là, vous venez faire les rapports. Dit, oui, monsieur, ce que vous m'avez donné, voici ce que j'ai fait, il reste autant. J'étais surpris de la réaction. La dame a sursauté de la chaise où elle était. À ce point. Elle a dit, non, messieurs, vous ne pouvez pas enseigner ça, sinon les étudiants ici n'auront jamais de femmes à épouser. Dis pourquoi? Dis pourquoi? Dis non. Ça, chez nous, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, déjà, on n'est pas dans cette culture-là de rendre compte. Donc, un gouvernant doit rendre compte au peuple et le peuple doit réclamer. Donc, vous voyez, si on met en place ces deux principes actifs, pourquoi le peuple, qui sont nombreux? Je crois que c'est nous la masse. On est plus nombreux que les gouvernants. Tout à fait. Est-ce que nous leur faisons peur? C'est ça. Tant que nous ne leur faisons pas peur, c'est qu'il y a un problème. Donc, à ce moment-là, si nous ne leur faisons pas peur, c'est qu'ils ne vont pas nous écouter. Et vous savez que les Congolais ne s'est jamais cru partie prenante dans la gestion de la République. On vous dira toujours, on est allé politique. On les dit. Donc, c'est cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il faut commencer à déconstruire toutes ces pratiques-là. Et les gens les disent ouvertement. Et donc, la population n'est pas assez engagée dans des actions politiques. Les Congolais, avec la redevabilité, les Congolais doivent devenir politiques. Mais cela se construit. Ce n'est pas en une journée. Vous n'allez pas apprendre à quelqu'un à qui on avait coupé les bras, les oreilles, à avoir les mêmes attitudes. Non. Nous admirons tout ce qui se passe ailleurs. Mais est-ce que nous savons combien de temps cela a mis? Combien de temps cela a mis pour arriver à cette construction-là démocratique? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc, la redevabilité a cette chance-là de nous amener vers
un État idéologique où nous assumons, nous peuples, notre part à nous dans la gouvernance de la République. Et nous réclamons, on vous dit, donc il y a une batterie dans la redevabilité de ce qu'on appelle les devoirs et des obligations. Les gouvernants ont l'obligation de dire ce qu'ils font et comment ils les font. Nous avons le devoir de leur demander de rendre compte. Oui, c'est donc les deux. Quand nous prenons ces maillons-là, petit à petit, ça va s'installer, ça va s'enseigner. Donc, il faudrait qu'on commence à prendre en charge les enfants qui sont dans les maternelles, comme notre système de l'éducation est organisé. Vous prenez les maternelles, vous les renseignez ça. Donc, non, il faut parce que la dénonciation entre là-dedans, dans la logique de l'information. Donc, dans la tête, petit à petit, j'ai toujours dans le même sujet, j'ai posé la question à un étudiant. Si votre ami triche, êtes-vous capable de le dénoncer devant le professeur, dire, monsieur le professeur, mon ami l'a triché? Non, prof, je ne peux pas faire ça. On va entrer dans l'ostracisme. Mais alors, si vous ne pouvez pas dénoncer, parce que vous avez peur que vous soyez lynché, que vous soyez éjecté de votre groupe, il y a un problème. Parce que c'est mauvais. Donc, vous voyez, nous acceptons tacitement comme ça tout ce qui est mauvais. Alors que la redevabilité nous apprend quoi? À dire non, à dénoncer. Quand quelqu'un vous dit, excusez-moi, parce que nous sommes dans une période très, très, très sensible avec l'événement qui lie l'actualité, vous le connaissez très bien, l'assassinat, oui, mais permettez-moi quand même, et avec beaucoup d'excuses, franchement, que je relève cette locution qui circule dans notre imaginaire. Yo olingo fungula monoko, otuna kichebeyate. Mais qu'est-ce qu'on véhicule là-dedans? C'est absurde. Qu'est-ce qu'on véhicule? Parce que nous tous, nous entendons ça. On dit Ogotuna Ngulu. Mais dites-moi, moi je vais demander les cochons pour que les cochons me disent quoi? Donc vous voyez, témoin de Akufaka. Donc vous voyez, cet état d'esprit-là fait en sorte que nous ne puissions pas nous approprier la gouvernance de notre pays. Et ça pose problème. Et ça entre dans la gouvernance. Il y a ce qu'on appelle dans la gouvernance, voilà, j'ai pu dégager comme ça 8 axes, 8 logiques, comme je les appelle. Il y a la logique des parties prenantes. Donc, le peuple est partie prenante. L'État, pour preuve, il y aura bientôt les élections. C'est nous qui allons donner le pouvoir aux gouvernants. Donc, c'est que nous sommes partie prenante. Mais pendant tout ce temps, nous nous retirons. Et vous voyez à peu près, regardez un peu toutes les pratiques des élections là. On va vous dire non, Pesanga déjà yanga. Comme ça, les restes sont état libyen. Fidèles auditeurs, vous êtes sur la 87.8 B1 FM, vous suivez Encre et Plume et sur ces plateaux, nous avons le professeur Achille Bojoko pour analyser son livre intitulé « Déboulement de l'Empire du silence en RD Congo, grammaire de la redevabilité à travers les discours politiques ». Nous sommes passés, professeur, du paradigme du silence vers les paradigmes de la redevabilité dans les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant chercheur, vous avez fait les schémas de ces changements des paradigmes. Expliquez-nous en termes clairs en quoi consiste-t-il. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je n'ai pas encore dit que nous sommes arrivés. Non. Nous ne sommes pas encore arrivés. C'était un processus. Moi, j'ai eu ce privilège-là de capter ces termes-là lorsqu'on l'a prononcé et sa circulation, et ensuite en faire un concept analytique, un macro-concept qui peut disséminer, qui peut se ramifier en autant d'éléments. Il consiste d'abord les principes de base. C'est quoi la redevabilité? Je n'entre pas dans la définition, je n'entre pas dans l'historique de ces termes, mais rappelez-vous, je peux faire cette parenthèse historique. Déjà, la Révolution française recommandait que l'agent public est en obligation, a le devoir de rendre compte au public ce qu'il fait. L'agent public.
déjà en 1789 dans cette histoire des droits de l'homme et des citoyens. Donc c'est un vieux principe. En 2004, il y a eu l'activation avec la lutte contre la corruption. Donc la participation citoyenne. Mais c'est aux environs de 1967 ou 1960 qu'on a commencé à mettre en place ces termes-là. Donc je ne saurais pas entrer dans tous ces détails-là, mais au moins, je parlais de deux principes lorsqu'on parle de la redevabilité, parce que dans la redevabilité, si nous allons dans les termes anglais, vous avez dans la redevabilité, vous avez accountability, c'est-à-dire rendre compte, et vous avez responsibility. Donc la responsabilité. Donc il y a donc deux principes actifs. Un, rendre compte, et comme je l'ai dit, rendre compte par un compte rendu. Donc vous devez dire, c'est-à-dire, prenons par exemple, on veut faire un chantier. On fait des signalétiques, on donne des prospectus, on dit, voilà, c'est ça. Vous devez nous dire, on quitte simplement une organisation qui n'est basée que sur la transmission de l'information pour entrer dans une organisation communicante. Donc, le premier principe, rendre compte. Mais de quelle manière vous faites un compte? Donc, faire un compte rendu pour rendre compte. Donc, rendre compte par un compte rendu. Donc, c'est que nous entrons dans un principe de narration, de mettre en récit tout ce que vous faites. Vous nous dites du début jusqu'à la fin les moyens, ainsi de suite. Deuxième principe, comme vous êtes un agent public, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez fini de rendre compte, vous assumez la responsabilité. Donc, vous devez être sanctionné, négativement ou positivement. Donc, la sanction. Et comment, à partir de ces éléments-là, comment nous avons pris maintenant des discours, nous avons commencé du point de vue méthodologique, nous avons mis en place la grille qui va nous permettre, à partir du discours de Félix, de construire cette redevabilité-là. C'est ainsi que nous sommes arrivés à 8 principes, à 8 logiques. Lorsque nous avons construit les principes ou les cadres analytiques de la redevabilité. Vous avez la logique contractuelle. Donc il y a un contrat entre les gouvernants et nous. Et lorsque vous allez à la Constitution, c'est là et là-dedans. Je suis garant, le président dit je suis garant de ceci, je suis garant de ceci, ainsi de suite. C'est la logique contractuelle. Et les promesses du président de la République entrent dans la logique contractuelle. La promesse, je ferai ceci. Il n'y a pas que lui. C'est-à-dire qu'on parle du président comme élément de représentativité de toute la chaîne. Donc, d'abord, c'est ça. Dans chaque république, il y a un contrat. Il y a un contrat. Et nous, dans notre constitution, c'est bien stipulé. De deux, il y a la logique de l'information. Donc, la logique informationnelle. Vous devez faire passer de messages pour que personne n'en ignore. Et c'est ainsi qu'il y a l'article 24. Il y a l'article 24 de la Constitution qui parle des droits à l'information. C'est une autre logique. On doit être informé. Si vous suivez la Banque mondiale de ceci, tout ça, c'est suite à ça. Il faut publier les résultats de tel ceci. D'ailleurs, dernièrement, on demande quoi? De publier les résultats des contrats avec Ventura, des choses comme ça. Ça entre dans la logique la logique de l'information. Ensuite, il y a la logique des communications. C'est-à-dire, vous faites un compte rendu donc, vous faites un compte, vous rendez compte par un compte rendu. Prenons par exemple les briefings de presse du ministre Mouyaya. Entre là-dedans. Et il est dit, non, c'est les devoirs, nous venons par devoir de redevabilité. C'est ça. Donc, vous rendez compte par un compte rendu. Donc, vous venez, vous nous racontez. Voilà, c'est ce que nous faisons, ainsi de suite. Vous nous expliquez, nous comprenons. Là, nous entrons dans la logique communicationnelle. Ensuite, vous avez la logique des responsabilisations et des sanctions. Comme vous êtes un agent public, vous devez justifier tout ce que vous faites. Je ne sais pas si je vous surprends, la RDC n'est pas encore entrée dans ce qu'on appelle la société d'audit. Aujourd'hui, on parle de l'IGF. Mais quelle est l'importance de l'IGF? Oui, justement, la RDC n'est pas encore entrée dans la société d'audit. On est en train d'aller vers la société d'audit. C'est encore un processus. Exactement. Donc, l'IGF est arrivé à ce stade parce qu'il y a de l'argent derrière. Mais chaque ministère de notre gouvernement a une structure d'inspection. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez à l'ESU où nous sommes, parce que moi je suis enseignant de l'université, il y a un corps d'inspecteurs. Vous allez
au niveau de la santé. Il y a partout là. Mais on n'entend pas toutes ces structures-là. Est-ce que vous voulez dire que les évaluations, les audits que les autres peuvent faire, ce ne sont pas... Non, c'est très important pour ces secteurs-là. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous prenez un agent, vous l'envoyez dans les secteurs de l'inspection, il croit qu'il est maudit, il a des problèmes. Donc vous voyez, la substance de l'audit a été pratiquement retirée et on l'a réservée simplement à la fonction financière. Et pourtant, les audits se font bel et bien dans toutes les entreprises. Il faudrait, pour les entreprises, ok, nous sommes d'accord, mais au niveau de la gouvernance de la République, lorsqu'on envoie un agent dans le secteur de l'audit ou dans la direction de l'audit, il a l'impression qu'on l'aime pas. On l'aime pas. Et aussi les moyens qu'on met pour toutes ces structures-là, ce sont des moyens minorés. Et puis, c'est aussi très rare pour ces inspections-là. Alors que toute la vie nationale est émaillée de toutes ces structures d'inspection. Même quand on a parlé de la logique d'information, c'est là où entre la dénonciation. Il faut dénoncer. Or, l'article 28 dit quoi de notre Constitution? Un ordre mal donné n'est pas exécuté. C'est clair. Donc, quand c'est mal donné, vous devez refuser. Et vous justifiez. Donc, vous voyez, ensuite, nous continuons. Il y a la logique, j'ai parlé, il y a le contractuel, la logique de l'information, la logique des sanctions, la logique des parties prenantes. La République, ce n'est pas pour les gouvernants. La République, ce n'est pas pour les gouvernants. C'est pour les gouvernants et les gouvernés. Donc, nous sommes tous parties prenantes. Et donc, professeur, selon vous dire, par concept d'opérationnalisation de la redevabilité, on voit 3 points. L'obligation du dirigeant à rendre compte, l'obligation de la population à réclamer le compte-rendu et l'éducation citoyenne. On va s'attarder là-dessus, mais pourquoi le gouvernement ne rend pas effectivement compte et sa population ne semble pas l'exiger ces comptes-rendus? C'est ainsi que le 3e point est lié à l'éducation. Mais au moins maintenant, on sent que petit à petit, ça commence à s'installer. Regardez, à chaque fois qu'il y a un événement de grande importance, le gouvernement répond, même par le truchement de son porte-parole. Pas plus tard qu'hier, vous avez lancé ce qui, c'est nous aujourd'hui dans l'actualité, directement, il y a une réponse. Êtes-vous sûr que ça s'installe vraiment par rapport au détournement ci et là? Ça semble passer sous silence. Ah, justement, vous avez dit détournement. Vous avez raison, c'est ce que les réseaux sociaux disent, oui. Est-ce que vous pouvez me dire qu'à l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas de détournement? Je crois que vous me direz, vous n'allez pas me dire qu'il n'y en avait pas. Qui les savait? Qui les savait? Je prends le professeur Luzo Lobam qui a dit non, voilà, on perd plus ou moins 15 milliards. Mais on n'a pas dit qui faisait cette ponction-là sur les 15 milliards. Donc, selon vous, il y a quand même amélioration. À chaque fois, laissez-moi continuer le raisonnement. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui soulevait son petit doigt, il y avait le phénomène de cannibalisme, soit discursif ou soit physique, et les gens fouillaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi, ça donne l'impression qu'aujourd'hui, en fait, la prédation, aujourd'hui, au départ, les détournements se faisaient peut-être de banque en banque, mais aujourd'hui, comme c'est passé vers des individus, et il y a des gens aujourd'hui qui dénoncent. Au moins, il faut pousser cet élan-là des dénonciations. Et c'est ainsi que, comme à chaque fois on dénonce, parce que ça passe par les réseaux sociaux, ça nous donne l'impression qu'il y en a tellement, n'est-ce pas, il y en a tellement beaucoup, mais aussi, des autres périodes, il y en avait. Mais on était à l'impossibilité de les dénoncer. Mais aujourd'hui, il y a les phénomènes qu'on appelle la surveillance. Il y a la surveillance, c'est-à-dire que les autorités surveillent. Et aujourd'hui, il y a les phénomènes de surveillance avec les nouvelles technologies. Dès que vous trempez, il y aura un agent qui va balancer ça. Donc, la surveillance par les bas. Et la population semble quand même s'approprier petit à petit de son destin. Malheureusement, non, la population ne suit pas encore. C'est encore marginal. C'est encore marginal. Parce que je me rappelle le général Kassongo, le commandant de la police ville Kinshasa, se plaignait. Il disait non, mais les Kourouna, ce sont nos frères. Ils habitent où?
sur nos avenirs, ce sont nos enfants. Il disait même qu'il avait placé des boîtes à suggestions. Il avait placé des boîtes à suggestions au niveau des communes. Mais personne n'est allé pour dénoncer. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ce processus-là est lent et long. Donc nous devons nous inscrire sur la longue durée et commencer à installer ça dans tous les systèmes éducationnels, en commençant par la maternelle et monter. Et comme ça, ça sera productif. Exactement. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, mais au moins on sent qu'il y a quelqu'un qui a dénoncé. Même s'il y a la corruption, mais il y a quelqu'un qui a dénoncé. D'accord. Donc, ça ne peut plus passer sous silence maintenant comme ça. Non. Au regard de tableaux sur les parallélismes entre occurrence lexicale et action de la rédévabilité, pensez-vous que le mécanisme d'opérationnalisation tel que décrit dans votre ouvrage ont été efficaces et efficients au vécu du quotidien? Ce n'est pas en une journée, de mon point de vue, qu'on va commencer à se dire qu'aujourd'hui, tout est assez rose, parce que je n'ai pas encore vu une société humaine où il n'y a pas de dysfonctionnement. Même les vieilles démocraties, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des phénomènes qui naissent et qui mettent en péril ces démocraties-là. Je crois que vous avez une idée. Je ne saurais pas être aussi angélique pour dire que non, tout est rose, tout est bien placé. Non, je continue à insister. Je continue à insister sur le fait qu'il faut du temps. Il faudrait que tous les systèmes éducatifs se mettent en branle. Et dans les systèmes éducatifs, il n'y a pas que l'éducation formelle, mais il y a aussi les systèmes informels. C'est-à-dire que même au niveau de nos familles, au niveau même des structures religieuses, il faudrait qu'on arrive petit à petit à avoir cet évangile-là où on apprend aux gens à dire non sur ce qui est mauvais. D'accord. Il y a tellement à dire, malheureusement, faute de temps, nous ne pourrions pas tout épuiser sur ces plateaux. Et professeur, où s'est procuré de votre œuvre scientifique? Oui, justement, je crois que j'assure la distribution de cet ouvrage-là, même madame. Donc, mais vous pouvez aussi permettre, vous autoriser de nous aider à les diffuser. De quelle manière? C'est-à-dire que vous avez les coordonnées. C'est facile de joindre B1, je crois. Et vous pouvez m'atteindre facilement, à moins que les gens exigent que je donne mon numéro complètement comme ça. Mais je crois que ça aussi, c'est hasardeux. Mais au moins, par votre intermédiaire, je crois qu'on peut y arriver. Donc, j'assure la distribution de l'ouvrage. Il est très important. En fait, le monde se construit à partir des idées. Ça, c'est très important. On doit le savoir. Le monde se construit à partir des idées. Quelles sont les idées forces que la RDC met en place? Et on doit retenir aujourd'hui que parmi les idées forces que la RDC met en place, il y a ce thème-là, redevabilité, qui est non seulement un cadre conceptuel, mais qui est aussi un cadre analytique. C'est vrai, le temps nous imparti n'a pas permis de tout dire. J'espère que nous aurons encore l'opportunité de nous rencontrer pour aller un peu plus en détail. Alors, chers auditeurs, pour vous procurer de l'ouvrage de professeur Achille Bujoko, veuillez contacter Encre et Plume au 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Professeur Achille Bujoko, Encre et Plume vous remercie de votre disponibilité. Merci madame, sincèrement, merci beaucoup. J'ai eu l'opportunité de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez été notre étudiante, mais je suis très heureux d'être devant vous et de répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup. Coup de chapeau. Et par ces dires, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ne manquez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur notre chaîne YouTube Encre et Plume présentée par Katia Dovel. Restez branchés sur la meilleure fréquence, la 87.8 B1 FM. Moi, je vous dis à samedi prochain. Ciao! Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.